Mmh. Mmh. Ouais, j'arrive. Putain, il est même pas 15 h quoi. Ah, c'est vous. Vous venez pour la suite de l'épisode sur le 13e guerrier, c'est ça? Bon, bah c'est très bien, ça cadrera parfaitement avec ma gueule de bois. Bon, bah je vais me refaire une beauté et je reviens. Quand un réalisateur a en tête des choix artistiques aussi tranchés et commercialement risqués que McTiernan sur ce projet, il a plutôt intérêt à avoir un producteur tout puissant à ses côtés s'il veut pas se faire bouffer tout cru par le studio. Malheureusement, le producteur ici, c'est Michael Crichton. Et Michael Crichton a toujours eu tendance à n'être dans le camp que de Michael Crichton. Pour tout vous dire, il n'y a que Steven Spielberg à qui il a à peu près foutu la paix sur les Jurassic Park. Si l'on en croit les rumeurs, il y aurait eu un clash entre les deux têtes pensantes du 13e guerrier dès le premier jour de tournage. Mais c'est vraiment dans la salle de montage que les divergences artistiques auraient atteint leur point de non-retour. Et ce, malgré le déni total du producteur, qui assure qu'il n'y a eu aucune discorde entre lui et le réalisateur. La première version du film, entièrement supervisée par McTiernan, obtiendra des résultats mitigés en projection test, autorisant du coup Michael Crichton à piquer les rênes du projet. Prévu à l'origine pour le printemps 1998, le film va se voir repousser de plusieurs mois le temps de tourner des nouveaux plans. L'une des plus grosses sources de tension entre Crichton et McTie, c'est la scène de la mère des Wendolls. Les deux hommes ne parvenant pas à s'entendre sur le look du personnage, la scène va être filmée pas moins de 4 fois. Ils finiront même par tourner leur version chacun dans leur coin, obligeant le pauvre Vladimir Kulich à faire la navette entre les deux plateaux. Évidemment, ce sera celle de Crichton, détenteur du Final Cut, qui se retrouvera dans le montage final. Avec les reshoots, l'écrivain va carrément ajouter un nouveau personnage, le chef des Wendolls, qui sera intégré un peu n'importe comment dans le montage original. They were afoot. The heads are missing. They have been gnawed upon. Au milieu de ce foutoir généralisé, les studios Disney, producteurs par le biais de leur filiale adulte Touchstone, vont venir à leur tour mettre leur grain de sel. Tablant dans un premier temps sur un classement PG-13, ils vont se rendre compte en cours de route que le film raconte quand même l'histoire de Vikings qui se fightent à mort contre des barbares cannibales. Dès lors, ils vont exiger l'ajout de plans gore, prétexte à une énième séance de reshoot. Lassé de voir son film se faire mutiler de toutes parts, McTiernan va finir par quitter le navire pour aller tourner le remake de l'affaire Thomas Crown, imitant en cela Barry Levinson qui était parti se changer les idées sur un petit film après la mauvaise expérience de Sphere. Histoire de bien montrer qui est le patron désormais, Michael Crichton va se débarrasser dans la foulée de la musique très orientée ethnique de Graham Revel et le remplacer par son compositeur fétiche, Jerry Goldsmith. Certes, sur le principe, c'est un peu dégueulasse, mais bon, en même temps, on n'est plus à ça près là, hein. Mais au final, c'est un changement qu'on ne regrettera pas forcément, puisque ce vétéran de la musique de film accouchera d'une des meilleures BO des années 90. Initialement prévu pour le printemps 98, le 13e guerrier ne sortira finalement qu'à la fin de l'été 99, soit près de 16 mois plus tard. Ne croyant pas un instant au potentiel commercial du film, ces gros crétins de Disney le bazarderont en salle sans le moindre effort de promotion, et laissera même la distribution à l'étranger au bon soin de compagnies locales. Mais s'il vous faut un exemple plus récent de la mauvaise foi de Disney en matière de promotion, vous avez qu'à voir le sort qu'ils ont réservé à John Carter, hein. La récente starisation d'Antonio Banderas grâce au masque de Zorro n'empêchera pas le 13e guerrier de se planter dans les grandes largeurs comme c'était à prévoir. Et le film n'aura même pas la chance de connaître une seconde carrière en DVD. Bizarrement, c'est en France que le 13e guerrier connut son plus gros succès. Une poignée de critiques le défendit bec et ongle, et quelques passionnés un peu tarés sur les bords se lancèrent dans de véritables enquêtes d'investigation pour tenter de retrouver, entre les plans inédits de la bande-annonce, les interviews de figurants et les retours de projection presse, le Saint Graal, la version originelle de John McTiernan. Cette démarche cinéphile aboutit en 2011 à la sortie d'un somptueux Blu-ray réservé uniquement à la France, qui se propose de faire toute la lumière sur la douloureuse post-production du 13e guerrier. Bon, malheureusement, il n'y a toujours pas de Director's Cut, mais là je crois qu'il faut pas rêver, hein. Le véritable drame dans cette affaire, c'est que le bid sans appel du film aux États-Unis, après celui de The Last Action Hero en 1993, ne fit vraiment pas du bien à la carrière de John McTiernan. Mais le dernier clou dans le cercueil sera asséné 2 ans plus tard avec Rollerball. Le réalisateur se verra une nouvelle fois dégagé de la salle de montage et sera même amené à passer quelques semaines en tôle pour une sombre affaire d'écoute téléphonique illégale de son producteur. Résultat, depuis Basic en 2003, il n'est pas repassé derrière la caméra, et les chances qu'il retourne un jour sont à peine meilleures que celles de voir débarquer un Director's Cut du 13e guerrier. Hollywood ayant la fâcheuse habitude de tirer les mauvaises conclusions quand un film se plante, le 13e guerrier aurait logiquement dû plomber pendant des années le genre Heroic Fantasy. Heureusement, 2 projets tournés dans la foulée rencontreront un franc succès et relanceront la mode des films épiques avec des mecs en armure, Gladiator et surtout Le Seigneur des Anneaux. Tiens, puisqu'on parle de la trilogie de Peter Jackson, c'est peut-être dans ce projet qu'on sent le plus l'influence du 13e guerrier, en particulier dans le volet central, les 2 tours.
Bon, en fait c'est un juste retour des choses, puisque Tolkien s'est largement inspiré du poème épique Beowulf pour créer le peuple du Rohan, de grands gaillards blonds gouvernés par un roi décati victime d'une malédiction. Peter Jackson, quant à lui, suivra l'exemple de John McTiernan en faisant construire en dur la cité d'Edoras, dans une zone reculée de la Nouvelle-Zélande. Et pour ce qui est des autres emprunts au 13e guerrier, vous connaissez la chanson. Edoras, and the Golden Hall of Meduseld. Find more cheer in a graveyard. You couldn't keep a cow out of this place. My lord, this is Bulbai, son of Gilead. My lord, Gandalf the Grey is coming. At least we don't have to worry about fire. When the time comes, don't let them be taken. Lo, there do I see my father. Lo, there do I see my mother and my sisters and my brothers. Where is the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? Lo, there do I see the line of My people, back to the beginning. They have passed like rain on the mountains, like wind in the meadow. No, they do call to me. They bid me take my place among them. The days have gone down in the west, behind the hills. in the halls of Valhalla, Where the brave may live into shadow. forever. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine, et cette fois promis, on causera pas de Michael Crichton.